Première partie, chapitre 7 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 7. Une baleine d'espèce inconnue. Bien que j'eusse été surpris par cette chute inattendue, je n'en conservai pas moins une impression très nette de mes sensations. Je fus d'abord entraîné à une profondeur de 20 pieds environ. Je suis bon nageur, sans prétendre égaler Byron et Edgar Poe, qui sont des maîtres, et ce plongeon ne me fit point perdre la tête. 2 vigoureux coups de talon me ramenèrent à la surface de la mer. Mon premier soin fut de chercher des yeux la frégate. L'équipage s'était-il aperçu de ma disparition? L'Abraham Lincoln avait-il viré de bord? Le commandant Farragut mettait-il une embarcation à la mer? Devais-je espérer d'être sauvé? Les ténèbres étaient profondes. J'entrevis une masse noire qui disparaissait vers l'est et dont les feux de position s'éteignirent dans l'éloignement. C'était la frégate. Je me sentis perdu. « À moi! À moi !» criai-je, en nageant vers l'Abraham Lincoln d'un bras désespéré. Mes vêtements m'embarrassaient. L'eau les collait à mon corps, ils paralysaient mes mouvements. Je coulais, je suffoquais. « À moi !» Ce fut le dernier cri que je jetai. Ma bouche s'emplit d'eau. Je me débattis, entraîné dans l'abîme. Soudain, mes habits furent saisis par une main vigoureuse, je me sentis violemment ramené à la surface de la mer, et j'entendis, oui, j'entendis ces paroles prononcées à mon oreille. Si monsieur veut avoir l'extrême obligeance de s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera beaucoup plus à son aise. Je saisis d'une main le bras de mon fidèle Conseil. « Toi, dis-je, toi !»« Moi-même, répondit Conseil, et aux ordres de monsieur. »« Et ce choc t'a précipité en même temps que moi à la mer ? » ?»« Nullement, mais étant au service de monsieur, j'ai suivi monsieur. » Le digne garçon trouvait cela tout naturel. « Et la frégate ? » demandai-je. « La frégate, répondit Conseil en se retournant sur le dos. Je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle. Tu dis ? Je dis qu'au moment où je me précipitais à la mer, j'entendis les hommes de barre s'écrier « L'hélice et le gouvernail sont brisés !» Brisés ? Oui, brisés par la dent du monstre. C'est la seule avarie, je pense, que l'Abraham Lincoln ait éprouvée. Mais, circonstance fâcheuse pour nous, il ne gouverne plus. Alors nous sommes perdus ? Peut-être, répondit tranquillement Conseil. Cependant, nous avons encore quelques heures devant nous, et en quelques heures on fait bien des choses. L'imperturbable sang-froid de Conseil me remonta. Je nageais plus vigoureusement. Mais, gêné par mes vêtements qui me serraient comme un chape de plomb, j'éprouvais une extrême difficulté à me soutenir. Conseil s'en aperçut. « Que monsieur me permette de lui faire une incision, dit-il. Et glissant un couteau ouvert sous mes habits, il les fendit de haut en bas d'un coup rapide. Puis il m'en débarrassa lestement, tandis que je nageais pour tous deux. À mon tour, je rendis le même service à Conseil, et nous continuâmes de naviguer l'un près de l'autre. Cependant, la situation n'en était pas moins terrible. Peut-être notre disparition n'avait-elle pas été remarquée, et l'eût-elle été, la frégate ne pouvait revenir sous le vent à nous, étant démontée de son gouvernail. Il ne fallait donc compter que sur ses embarcations. Conseil raisonna froidement dans cette hypothèse et fit son plan en conséquence. Étonnante nature! Ce flegmatique garçon était là comme chez lui. Il fut donc décidé que notre seule chance de salut étant d'être recueillis par les embarcations de l'Abraham Lincoln, nous devions nous organiser de manière à les attendre le plus longtemps possible. Je résolus alors de diviser nos forces afin de ne pas les épuiser simultanément, et voici ce qui fut convenu. Pendant que l'un de nous, étendu sur le dos, se tiendrait, immobile, les bras croisés, les jambes allongées, l'autre nagerait et le pousserait en avant. Ce rôle de remorqueur ne devait pas durer plus de 10 minutes, et nous relayant ainsi, nous pouvions surnager pendant quelques heures, et peut-être jusqu'au lever du jour. Faible chance!
mais l'espoir est si fortement enraciné au cœur de l'homme. Puis, nous étions deux. Enfin, je l'affirme bien que cela paraisse improbable, si je cherchais à détruire en moi toute illusion, si je voulais désespérer, je ne le pouvais pas. La collision de la frégate et du cétacé s'était produite vers 11 heures du soir environ. Je comptais donc sur 8 heures de nage jusqu'au lever du soleil. Opération rigoureusement praticable en nous relayant. La mer, assez belle, nous fatiguait peu. Parfois, je cherchais à percer du regard ces épaisses ténèbres que rompait seule la phosphorescence provoquée par nos mouvements. Je regardais ces ondes lumineuses qui se brisaient sur ma main et dont la nappe miroitante se tachait de plaques livides. On eût dit que nous étions plongés dans un bain de mercure. Vers 1 heure du matin, je fus pris d'une extrême fatigue. Mes membres se raidirent sous l'étreinte de crampes violentes. Conseil dut me soutenir, et le soin de notre conservation reposa sur lui seul. J'entendis bientôt haleter le pauvre garçon. Sa respiration devint courte et pressée. Je compris qu'il ne pouvait résister longtemps. « Laisse-moi, laisse-moi, lui dis-je. « Abandonner monsieur, jamais, répondit-il. Je compte bien me noyer avant lui. En ce moment, la lune apparut à travers les franges d'un gros nuage que le vent entraînait dans l'est. La surface de la mer étincela sous ses rayons. Cette bienfaisante lumière ranima nos forces. Ma tête se redressa. Mes regards se portèrent à tous les points de l'horizon. J'aperçus la frégate. Elle était à 5 milles de nous, et ne formait plus qu'une masse sombre, à peine appréciable. Mais d'embarcation, point. Je voulus crier. À quoi bon, à pareille distance? Mes lèvres gonflées ne laissèrent passer aucun son. Conseil put articuler quelques mots, et je l'entendis répéter à plusieurs reprises « À nous! À nous !» Nos mouvements un instant suspendus, nous écoutâmes. Et, fût-ce un de ces bourdonnements dont le sang oppressé emplit l'oreille, mais il me sembla qu'un cri répondait au cri de Conseil. « As-tu entendu » murmurai-je. « Oui, oui !» Et Conseil jeta dans l'espace un nouvel appel désespéré. Cette fois, pas d'erreur possible. Une voix humaine répondait à la nôtre. Était-ce la voix de quelque infortuné, abandonné au milieu de l'océan, quelque autre victime du choc éprouvé par le navire? Ou plutôt une embarcation de la frégate ne nous hélait-elle pas dans l'ombre? Conseil fit un suprême effort, et, s'appuyant sur mon épaule, tandis que je résistais dans une dernière convulsion, il se dressa à demi hors de l'eau et retomba épuisé. « Qu'as-tu vu ?»« J'ai vu, murmura-t-il. J'ai vu. Mais ne parlons pas. Gardons toutes nos forces. Qu'avait-il vu? Alors, je ne sais pourquoi, la pensée du monstre me vint pour la première fois à l'esprit. Mais cette voix, cependant. Les temps ne sont plus où les Jonas se réfugient dans le ventre des baleines. Pourtant, Conseil me remorquait encore. Il relevait parfois la tête, regardait devant lui, et jetait un cri de reconnaissance auquel répondait une voix de plus en plus rapprochée. Je l'entendais à peine. Mes forces étaient à bout. Mes doigts s'écartaient. Ma main ne me fournissait plus un point d'appui. Ma bouche, convulsivement ouverte, s'emplissait d'eau salée. Le froid m'envahissait. Je relevai la tête une dernière fois, puis je m'abîmai. En cet instant, un corps dur me heurta. Je m'y cramponnai. Puis, je sentis qu'on me retirait, qu'on me ramenait à la surface de l'eau, que ma poitrine se dégonflait, et je m'évanouis. Il est certain que je revins promptement à moi, grâce à de vigoureuses frictions qui me sillonnèrent le corps. J'entr'ouvris les yeux. « Conseil !» murmurai-je. « Monsieur m'a sonné ?» répondit Conseil. En ce moment, aux dernières clartés de la lune qui s'abaissait vers l'horizon, j'aperçus une figure qui n'était pas celle de Conseil, et que je reconnus aussitôt. « Ned !» m'écriai-je. « En personne, monsieur, et qui court après sa prime, » répondit le Canadien. « Vous avez été précipité à la mer au choc de la frégate ? » « Oui, monsieur le professeur, mais plus favorisé que vous,
j'ai pu prendre pied presque immédiatement sur un îlot flottant. Un îlot? Ou, pour mieux dire, sur notre narwal gigantesque. Expliquez-vous, Ned. Seulement, j'ai bientôt compris pourquoi mon harpon n'avait pu l'entamer et s'était émoussé sur sa peau. Pourquoi, Ned, pourquoi? C'est que cette bête-là, monsieur le professeur, est faite en tôle d'acier. Il faut que je reprenne mes esprits, que je revivifie mes souvenirs, que je contrôle moi-même mes assertions. Les dernières paroles du Canadien avaient produit un revirement subit dans mon cerveau. Je me hissai rapidement au sommet de l'être ou de l'objet à demi immergé qui nous servait de refuge. Je l'éprouvai du pied. C'était évidemment un corps dur, impénétrable, et non pas cette substance molle qui forme la masse des grands mammifères marins. Mais ce corps dur pouvait être une carapace osseuse, semblable à celle des animaux antédiluviens, et j'en serais quitte pour classer le monstre parmi les reptiles amphibies, tels que les tortues ou les alligators. Eh bien, non. Le dos noirâtre qui me supportait était lisse, poli, non imbriqué. Il rendait au choc une sonorité métallique, et, si incroyable que cela fût, il semblait que, dis-je, il était fait de plaques boulonnées. Le doute n'était pas possible. L'animal, le monstre, le phénomène naturel qui avait intrigué le monde savant tout entier, bouleversé et fourvoyé l'imagination des marins des deux hémisphères, il fallait bien le reconnaître, c'était un phénomène plus étonnant encore, un phénomène de main d'homme. La découverte de l'existence de l'être le plus fabuleux, le plus mythologique, n'eût pas, au même degré, surpris ma raison. Que ce qui est prodigieux vienne du Créateur, c'est tout simple. Mais trouver tout à coup, sous ses yeux, l'impossible mystérieusement et humainement réalisé, c'était à confondre l'esprit. Il n'y avait pas à hésiter cependant. Nous étions étendus sur le dos d'une sorte de bateau sous-marin qui présentait, autant que j'en pouvais juger, la forme d'un immense poisson d'acier. L'opinion de Ned Land était faite sur ce point. Conseil et moi, nous ne pûmes que nous y ranger. Mais alors, dis-je, cet appareil renferme en lui un mécanisme de locomotion et un équipage pour le manœuvrer? Évidemment, répondit le harponneur. Et néanmoins, depuis 3 heures que j'habite cette île flottante, elle n'a pas donné signe de vie. Ce bateau n'a pas marché? Non, monsieur Aronnax. Il se laisse bercer au gré des lames, mais il ne bouge pas. Nous savons, à n'en pas douter, cependant, qu'il est doué d'une grande vitesse. Or, comme il faut une machine pour produire cette vitesse et un mécanicien pour conduire cette machine, j'en conclus que nous sommes sauvés. Fit Ned Land d'un ton réservé. En ce moment, et comme pour donner raison à mon argumentation, un bouillonnement se fit à l'arrière de cet étrange appareil, dont le propulseur était évidemment une hélice, et il se mit en mouvement. Nous n'eûmes que le temps de nous accrocher à sa partie supérieure, qui émergeait de 80 centimètres environ. Très heureusement, sa vitesse n'était pas excessive. Tant qu'il navigue horizontalement, murmura Ned Land, je n'ai rien à dire. Mais s'il lui prend la fantaisie de plonger, je ne donnerai pas 2 dollars de ma peau. Moins encore, aurait pu dire le Canadien. Il devenait donc urgent de communiquer avec les êtres quelconques renfermés dans les flancs de cette machine. Je cherchai à sa surface une ouverture, un panneau, un trou d'homme, pour employer l'expression technique, mais les lignes de boulons, solidement rabattues sur la jointure des tôles, étaient nettes et uniformes. D'ailleurs, la lune disparut alors, et nous laissa dans une obscurité profonde. Il fallut attendre le jour pour aviser aux moyens de pénétrer à l'intérieur de ce bateau sous-marin. Ainsi donc, notre salut dépendait uniquement du caprice des mystérieux timoniers qui dirigeaient cet appareil, et, s'ils plongeaient, nous étions perdus. Ce cas excepté, je ne doutais pas de la possibilité d'entrer en relation avec eux. Et, en effet, s'ils ne faisaient pas eux-mêmes leur air, il fallait nécessairement qu'ils revinssent de temps en temps à la surface de l'océan pour renouveler leurs provisions de molécules respirables. Donc, nécessité d'une ouverture qui mettait l'intérieur du bateau en communication avec l'atmosphère.
Quant à l'espoir d'être sauvé par le commandant Farragut, il fallait y renoncer complètement. Nous étions entraînés vers l'ouest, et j'estimais que notre vitesse, relativement modérée, atteignait 12 milles à l'heure. L'hélice battait les flots avec une régularité mathématique, émergeant quelquefois et faisant jaillir l'eau phosphorescente à une grande hauteur. Vers 4 heures du matin, la rapidité de l'appareil s'accrut. Nous résistions difficilement à ce vertigineux entraînement, lorsque les lames nous battaient de plein fouet. Heureusement, Ned rencontra sous sa main un large organeau fixé à la partie supérieure du dos de tôle, et nous parvînmes à nous y accrocher solidement. Enfin cette longue nuit s'écoula. Mon souvenir incomplet ne permet pas d'en retracer toutes les impressions. Un seul détail me revient à l'esprit. Pendant certaines accalmies de la mer et du vent, je crus entendre plusieurs fois des sons vagues, une sorte d'harmonie fugitive produite par des accords lointains. Quel était donc le mystère de cette navigation sous-marine dont le monde entier cherchait vainement l'explication? Quels êtres vivaient dans cet étrange bateau? Quel agent mécanique lui permettait de se déplacer avec une si prodigieuse vitesse? Le jour parut. Les brumes du matin nous enveloppaient, mais elles ne tardèrent pas à se déchirer. J'allais procéder à un examen attentif de la coque qui formait à sa partie supérieure une sorte de plate-forme horizontale, quand je la sentis s'enfoncer peu à peu. « Eh, mille diables !» s'écria Ned Land, frappant du pied la tôle sonore. « Ouvrez donc, navigateur peu hospitalier !» Mais il était difficile de se faire entendre au milieu des battements assourdissants de l'hélice. Heureusement, le mouvement d'immersion s'arrêta. Soudain, un bruit de ferrure violemment poussée se produisit à l'intérieur du bateau. Une plaque se souleva, un homme parut, jeta un cri bizarre et disparut aussitôt. Quelques instants après, 8 solides gaillards, le visage voilé, apparaissaient silencieusement et nous entraînaient dans leur formidable machine. Fin du chapitre 7 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Poulet. Première partie, chapitre 8 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine Eckert-Poulet. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 8. Mobilis in mobile. Cet enlèvement, si brutalement exécuté, s'était accompli avec la rapidité de l'éclair. Mes compagnons et moi, nous n'avions pas eu le temps de nous reconnaître. Je ne sais ce qu'ils éprouvèrent en se sentant introduits dans cette prison flottante, mais, pour mon compte, un rapide frisson me glaça l'épiderme. À qui avions-nous affaire? Sans doute à quelques pirates d'une nouvelle espèce qui exploitaient la mer à leur façon. À peine l'étroit panneau fut-il refermé sur moi, qu'une obscurité profonde m'enveloppa. Mes yeux, imprégnés de la lumière extérieure, ne purent rien percevoir. Je sentis mes pieds nus se cramponner aux échelons d'une échelle de fer. Ned Land et Conseil, vigoureusement saisis, me suivaient. Au bas de l'échelle, une porte s'ouvrit et se referma immédiatement sur nous avec un retentissement sonore. Nous étions seuls. Où? Je ne pouvais le dire, à peine l'imaginer. Tout était noir, mais d'un noir si absolu qu'après quelques minutes, mes yeux n'avaient encore pu saisir une de ces lueurs indéterminées qui flottent dans les plus profondes nuits. Cependant, Ned Land, furieux de ces façons de procéder, donnait un libre cours à son indignation. « Mille diables !» s'écriait-il. « Voilà des gens qui en remonteraient aux Calédoniens pour l'hospitalité. Il ne leur manque plus que d'être anthropophages. Je n'en serais pas surpris, mais je déclare que l'on ne me mangera pas sans que je proteste. » « Calmez-vous, ami Ned, calmez-vous, » répondit tranquillement Conseil. « Ne vous emportez pas avant l'heure. Nous ne sommes pas encore dans la rôtissoire. »« Dans la rôtissoire, non, » riposta le Canadien, « mais dans le four, à coup sûr. Il y fait assez noir. »
Heureusement, mon Barwick Knave ne m'a pas quitté, et j'y vois toujours assez clair pour m'en servir. Le premier de ces bandits qui met la main sur moi... Ne vous irritez pas, Ned, dis-je alors au harponneur, et ne nous compromettez point par d'inutiles violences. Qui sait si on ne nous écoute pas? Tâchons plutôt de savoir où nous sommes. Je marchais en tâtonnant. Après 5 pas, je rencontrai une muraille de fer, faite de tôle boulonnée. Puis, me retournant, je heurtai une table de bois, près de laquelle étaient rangés plusieurs escabeaux. Le plancher de cette prison se dissimulait sous une épaisse natte de formium qui assourdissait le bruit des pas. Les murs nus ne révélaient aucune trace de porte ni de fenêtre. Conseil, faisant un tour en sens inverse, me rejoignit, et nous revînmes au milieu de cette cabine, qui devait avoir 20 pieds de long sur 10 pieds de large. Quant à sa hauteur, Ned Land, malgré sa grande taille, ne put la mesurer. Une demi-heure s'était déjà écoulée sans que la situation se fût modifiée, quand, d'une extrême obscurité, nos yeux passèrent subitement à la plus violente lumière. Notre prison s'éclaira soudain, c'est-à-dire qu'elle s'emplit d'une matière lumineuse tellement vive que je ne pus d'abord en supporter l'éclat. À sa blancheur, à son intensité, je reconnus cet éclairage électrique qui produisait autour du bateau sous-marin comme un magnifique phénomène de phosphorescence. Après avoir involontairement fermé les yeux, je les rouvris, et je vis que l'agent lumineux s'échappait d'un demi-globe dépoli qui s'arrondissait à la partie supérieure de la cabine. « Enfin, on y voit clair !» s'écria Ned Land, qui, son couteau à la main, se tenait sur la défensive. « Oui, répondis-je, risquant l'antithèse, mais la situation n'en est pas moins obscure. »« Que monsieur prenne patience, » dit l'impassible Conseil. Le soudain éclairage de la cabine m'avait permis d'en examiner les moindres détails. Elle ne contenait que la table et les 5 escabeaux. La porte invisible devait être hermétiquement fermée. Aucun bruit n'arrivait à notre oreille. Tout semblait mort à l'intérieur de ce bateau. Marchait-il? Se maintenait-il à la surface de l'océan? S'enfonçait-il dans ses profondeurs? Je ne pouvais le deviner. Cependant, le globe lumineux ne s'était pas allumé sans raison. J'espérais donc que les hommes de l'équipage ne tarderaient pas à se montrer. Quand on veut oublier les gens, on n'éclaire pas les oubliettes. Je ne me trompais pas. Un bruit de verrou se fit entendre, la porte s'ouvrit, 2 hommes parurent. L'un était de petite taille, vigoureusement musclé, large d'épaules, robuste de membres, la tête forte, la chevelure abondante et noire, la moustache épaisse, le regard vif et pénétrant, et toute sa personne empreinte de cette vivacité méridionale qui caractérise en France les populations provençales. Diderot a très justement prétendu que le geste de l'homme est métaphorique, et ce petit homme en était certainement la preuve vivante. On sentait que dans son langage habituel, il devait prodiguer les prosopopées, les métonymies et les hypallages. Ce que, d'ailleurs, je ne fus jamais à même de vérifier, car il employa toujours devant moi un idiome singulier et absolument incompréhensible. Le second inconnu mérite une description plus détaillée. Un disciple de Gratiolet ou d'Angèle eût lu sur sa physionomie à livre ouvert. Je reconnus sans hésiter ses qualités dominantes. La confiance en lui, car sa tête se dégageait noblement sur l'arc formé par la ligne de ses épaules, et ses yeux noirs regardaient avec une froide assurance. Le calme, car sa peau, pâle plutôt que colorée, annonçait la tranquillité du sang. L'énergie, que démontrait la rapide contraction de ses muscles sourciliers. Le courage enfin, car sa vaste respiration dénotait une grande expansion vitale. J'ajouterai que cet homme était fier, que son regard ferme et calme semblait refléter de hautes pensées, et que de tout cet ensemble, de l'homogénéité des expressions dans les gestes du corps et du visage, suivant l'observation des physionomistes, résultait une indiscutable franchise. Je me sentis involontairement rassuré en sa présence, et j'augurai bien de notre entrevue. Ce personnage avait-il 35 ou 50 ans, je n'aurais pu le préciser. Sa taille était haute, son front large,
son nez droit, sa bouche nettement dessinée, ses dents magnifiques, ses mains fines, allongées, éminemment psychiques, pour employer un mot de la chirognomonie, c'est-à-dire digne de servir une âme haute et passionnée. Cet homme formait certainement le plus admirable type que j'eusse jamais rencontré. Détail particulier, ses yeux, un peu écartés l'un de l'autre, pouvaient embrasser simultanément près d'un quart de l'horizon. Cette faculté, je l'ai vérifié plus tard, se doublait d'une puissance de vision encore supérieure à celle de Ned Land. Lorsque cet inconnu fixait un objet, la ligne de ses sourcils se fronçait, ses larges paupières se rapprochaient de manière à circonscrire la pupille des yeux et à rétrécir ainsi l'étendue du champ visuel, et il regardait. Quel regard! Comme il grossissait les objets rapetissés par l'éloignement! Comme il vous pénétrait jusqu'à l'âme! Comme il perçait ces nappes liquides, si opaques à nos yeux, et comme il lisait au plus profond des mers! Les deux inconnus, coiffés de bérets faits d'une fourrure de loutre marine et chaussés de bottes de mer en peau de phoque, portaient des vêtements d'un tissu particulier qui dégageait la taille et laissait une grande liberté de mouvement. Le plus grand des deux, évidemment le chef du bord, nous examina avec une extrême attention, sans prononcer une parole. Puis, se retournant vers son compagnon, il s'entretint avec lui dans une langue que je ne pus reconnaître. C'était un idiome sonore, harmonieux, flexible, dont les voyelles semblaient soumises à une accentuation très variée. L'autre répondit par un hochement de tête, et ajouta 2 ou 3 mots parfaitement incompréhensibles. Puis du regard, il parut m'interroger directement. Je répondis, en bon français, que je n'entendais point son langage. Mais il ne sembla pas me comprendre, et la situation devint assez embarrassante. Que monsieur raconte toujours notre histoire, me dit Conseil. Ces messieurs en saisiront peut-être quelques mots. Je recommençai le récit de nos aventures, articulant nettement toutes mes syllabes, et sans omettre un seul détail. Je déclinai nos noms et qualités, puis je présentai dans les formes le professeur Aronnax, son domestique Conseil, et maître Ned Land, le harponneur. L'homme aux yeux doux et calmes m'écouta tranquillement, poliment même, et avec une attention remarquable. Mais rien dans sa physionomie n'indiqua qu'il eût compris mon histoire. Quand j'eus fini, il ne prononça pas un seul mot. Restait encore la ressource de parler anglais. Peut-être se ferait-on entendre dans cette langue qui est à peu près universelle. Je la connaissais, ainsi que la langue allemande, d'une manière suffisante pour la lire couramment, mais non pour la parler correctement. Or ici, il fallait surtout se faire comprendre. « Allons, à votre tour, dis-je au harponneur. À vous, maître Land. Tirez de votre sac le meilleur anglais qu'ait jamais parlé un anglo-saxon, et tâchez d'être plus heureux que moi. » Ned ne se fit pas prier, et recommença mon récit que je compris à peu près. Le fond fut le même, mais la forme différa. Le Canadien, emporté par son caractère, y mit beaucoup d'animation. Il se plaignit violemment d'être emprisonné au mépris du droit des gens, demanda en vertu de quelle loi on le retenait ainsi, invoqua l'habeas corpus, menaça de poursuivre ceux qui le séquestraient indûment, se démena, gesticula, cria, et finalement, il fit comprendre par un geste expressif que nous mourions de faim. Ce qui était parfaitement vrai, mais nous l'avions à peu près oublié. À sa grande stupéfaction, le harponneur ne parut pas avoir été plus intelligible que moi. Nos visiteurs ne sourcillèrent pas. Il était évident qu'ils ne comprenaient ni la langue d'Arago, ni celle de Faraday. Fort embarrassé, après avoir épuisé vainement nos ressources philologiques, je ne savais plus quel parti prendre, quand Conseil me dit « Si monsieur m'y autorise, je raconterai la chose en allemand. »« Comment ? Tu sais l'allemand » m'écriai-je. « Comme un flamand, n'en déplaise à monsieur. Cela me plaît, au contraire. Va, mon garçon !» Et Conseil, de sa voix tranquille, raconta pour la 3e fois les diverses péripéties de notre histoire. Mais, malgré les élégantes tournures et la belle accentuation du narrateur, la langue allemande n'eut aucun succès. Enfin, poussé à bout,
je rassemblai tout ce qui me restait de mes premières études, et j'entrepris de narrer nos aventures en latin. Cicéron se fut boucher les oreilles et m'eût renvoyé à la cuisine, mais cependant je parvins à m'en tirer. Même résultat négatif. Cette dernière tentative définitivement avortée, les deux inconnus échangèrent quelques mots dans leur incompréhensible langage, et se retirèrent sans même nous avoir adressé un de ces gestes rassurants qui ont cours dans tous les pays du monde. La porte se referma. « C'est une infamie !» s'écria Ned Land, qui éclata pour la 20e fois. « Comment ? On leur parle français, anglais, allemand, latin à ces coquins-là, et il n'en est pas un qui ait la civilité de répondre !»« Calmez-vous, Ned, dis-je au bouillant harponneur. La colère ne mènerait à rien. Mais savez-vous, monsieur le professeur, reprit notre irascible compagnon, que l'on mourrait parfaitement de faim dans cette cage de fer ? Bah, fit Conseil, avec de la philosophie, on peut encore tenir longtemps. Mes amis, dis-je, il ne faut pas se désespérer. Nous nous sommes trouvés dans de plus mauvaises passes. Faites-moi donc le plaisir d'attendre pour vous former une opinion sur le commandant et l'équipage de ce bateau. Mon opinion est toute faite, riposta Ned Land. Ce sont des coquins. Bon, et de quel pays? Du pays des coquins. Mon brave Ned, ce pays-là n'est pas encore suffisamment indiqué sur la map monde, et j'avoue que la nationalité de ces deux inconnus est difficile à déterminer. Ni anglais, ni français, ni allemand, voilà tout ce que l'on peut affirmer. Cependant, je serais tenté d'admettre que ce commandant et son second sont nés sous de basses latitudes. Il y a du méridional en eux. Mais sont-ils espagnols, turcs, arabes ou indiens? C'est ce que leur type physique ne me permet pas de décider. Quant à leur langage, il est absolument incompréhensible. Voilà le désagrément de ne pas savoir toutes les langues, répondit Conseil, ou le désavantage de ne pas avoir une langue unique. Ce qui ne servirait à rien, répondit Ned Land. Ne voyez-vous pas que ces gens-là ont un langage à eux, un langage inventé pour désespérer les braves gens qui demandent à dîner? Mais dans tous les pays de la terre, ouvrir la bouche, remuer les mâchoires, happer des dents et des lèvres, est-ce que cela ne se comprend pas de reste? Est-ce que cela ne veut pas dire, à Québec comme au Pomotou, à Paris comme aux Antipodes, j'ai faim, donnez-moi à manger? Oh, fit Conseil, il y a des natures si inintelligentes. Comme il disait ces mots, la porte s'ouvrit. Un steward entra. Il nous apportait des vêtements, vestes et culottes de mer, faites d'une étoffe dont je ne reconnus pas la nature. Je me hâtai de les revêtir, et mes compagnons m'imitèrent. Pendant ce temps, le steward muet, sourd peut-être, avait disposé la table et placé 3 couverts. Voilà quelque chose de sérieux, dit Conseil, et cela s'annonce bien. Bah, répondit le rancunier harponneur, que diable voulez-vous qu'on mange ici? Du foie de tortue? Du filet de requin? Du beefsteak de chien de mer? Nous verrons bien, dit Conseil. Les plats, recouverts de leur cloche d'argent, furent symétriquement posés sur la nappe, et nous prîmes place à table. Décidément, nous avions affaire à des gens civilisés, et sans la lumière électrique qui nous inondait, je me serais cru dans la salle à manger de l'hôtel Adelphi à Liverpool ou du Grand Hôtel à Paris. Je dois dire toutefois que le pain et le vin manquaient totalement. L'eau était fraîche et limpide, mais c'était de l'eau, ce qui ne fut pas du goût de Ned Land. Parmi les mets qui nous furent servis, je reconnus divers poissons délicatement apprêtés, mais, sur certains plats, excellents d'ailleurs, je ne pus me prononcer, et je n'aurais même su dire à quel règne, végétal ou animal, leur contenu appartenait. Quant au service de table, il était élégant et d'un goût parfait. Chaque ustensile, cuillère, fourchette, couteau, assiette, portait une lettre entourée d'une devise en exergue, et dont voici le fac-similé exact. Mobile dans l'élément mobile. Cette devise s'appliquait justement à cet appareil sous-marin, à la condition de traduire la préposition in par dans et non par sur. La lettre N formait sans doute l'initiale du nom de l'énigmatique personnage qui commandait au fond des mers.
Ned et Conseil ne faisaient pas tant de réflexions. Ils dévoraient, et je ne tardai pas à les imiter. J'étais, d'ailleurs, rassuré sur notre sort, et il me paraissait évident que nos hôtes ne voulaient pas nous laisser mourir d'inanition. Cependant, tout finit ici-bas. Tout passe, même la faim de gens qui n'ont pas mangé depuis 15 heures. Notre appétit satisfait, le besoin de sommeil se fit impérieusement sentir. Réaction bien naturelle après l'interminable nuit pendant laquelle nous avions lutté contre la mort. Ma foi, je dormirai bien, dit Conseil. Et moi je dors, répondit Ned Land. Mes deux compagnons s'étendirent sur le tapis de la cabine et furent bientôt plongés dans un profond sommeil. Pour mon compte, je cédai moins facilement à ce violent besoin de dormir. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit, trop de questions insolubles s'y pressaient, trop d'images tenaient mes paupières entr'ouvertes. Où étions-nous? Quelle étrange puissance nous emportait? Je sentais, ou plutôt je croyais sentir, l'appareil s'enfoncer vers les couches les plus reculées de la mer. De violents cauchemars m'obsédaient. J'entrevoyais dans ces mystérieux asiles tout un monde d'animaux inconnus, dont ce bateau sous-marin semblait être le congénère, vivant, se mouvant, formidable comme eux. Puis, mon cerveau se calma, mon imagination se fondit en une vague somnolence, et je tombai bientôt dans un morne sommeil. Fin du chapitre 8 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Première partie, chapitre 9 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 9. Les colères de Ned Land. Quelle fut la durée de ce sommeil? Je l'ignore. Mais il dut être long, car il nous reposa complètement de nos fatigues. Je me réveillai le premier. Mes compagnons n'avaient pas encore bougé et demeuraient étendus dans leurs coins comme des masses inertes. À peine relevé de cette couche passablement dure, je sentis mon cerveau dégagé, mon esprit net. Je recommençai alors un examen attentif de notre cellule. Rien n'était changé à ses dispositions intérieures. La prison était restée prison, et les prisonniers, prisonniers. Cependant le steward, profitant de notre sommeil, avait desservi la table. Rien n'indiquait donc une modification prochaine dans cette situation, et je me demandai sérieusement si nous étions destinés à vivre indéfiniment dans cette cage. Cette perspective me sembla d'autant plus pénible que, si mon cerveau était libre de ses obsessions de la veille, je me sentais la poitrine singulièrement oppressée. Ma respiration se faisait difficilement, l'air lourd ne suffisait plus au jeu de mes poumons. Bien que la cellule fût vaste, il était évident que nous avions consommé en grande partie l'oxygène qu'elle contenait. En effet, chaque homme dépense en 1 heure l'oxygène renfermé dans 100 litres d'air, et cet air, chargé alors d'une quantité presque égale d'acide carbonique, devient irrespirable. Il était donc urgent de renouveler l'atmosphère de notre prison et, sans doute aussi, l'atmosphère du bateau sous-marin. Là se posait une question à mon esprit. Comment procédait le commandant de cette demeure flottante? Obtenait-il de l'air par des moyens chimiques, en dégageant par la chaleur l'oxygène contenu dans du chlorate de potasse et en absorbant l'acide carbonique par la potasse caustique? Dans ce cas, il devait avoir conservé quelques relations avec les continents afin de se procurer les matières nécessaires à cette opération. Se bornait-il seulement à emmagasiner l'air sous de hautes pressions dans des réservoirs, puis à le répandre suivant les besoins de son équipage? Peut-être. Ou, procédé plus commode, plus économique et par conséquent plus probable, se contentait-il de revenir respirer à la surface des eaux comme un cétacé et de renouveler pour 24 heures sa provision d'atmosphère? Quoi qu'il en soit, et quelle que fût la méthode, il me paraissait prudent de l'employer sans retard. En effet, j'étais déjà réduit à multiplier mes inspirations pour extraire de cette cellule le peu d'oxygène qu'elle renfermait, quand, soudain, je fus rafraîchi par un courant d'air pur et tout parfumé d'émanations salines. C'était bien la brise de mer, vivifiante et chargée d'iode.
j'ouvris largement la bouche et mes poumons se saturèrent de fraîches molécules. En même temps je sentis un balancement, un roulis de médiocre amplitude mais parfaitement déterminable. Le bateau, le monstre de tôle, venait évidemment de remonter à la surface de l'océan pour y respirer à la façon des baleines. Le mode de ventilation du navire était donc parfaitement reconnu. Lorsque j'eus absorbé cet air pur à pleine poitrine, je cherchai le conduit, l'aérifère, si l'on veut, qui laissait arriver jusqu'à nous ce bienfaisant effluve. Et je ne tardai pas à le trouver. Au-dessus de la porte s'ouvrait un trou d'aérage, laissant passer une fraîche colonne d'air, qui renouvelait ainsi l'atmosphère appauvrie de la cellule. J'en étais là de mes observations, quand Ned et Conseil s'éveillèrent presque en même temps, sous l'influence de cette aération revivifiante. Ils se frottèrent les yeux, se détirèrent les bras, et furent sur pied en un instant. « Monsieur a bien dormi ?» me demanda Conseil avec sa politesse quotidienne. « Fort bien, mon brave garçon, » répondis-je. « Et vous, maître Ned Land ?»« Profondément, monsieur le professeur, mais je ne sais si je me trompe, il me semble que je respire comme une brise de mer. » Un marin ne pouvait s'y méprendre, et je racontai au Canadien ce qui s'était passé pendant son sommeil. « Bon, dit-il, cela explique parfaitement ces mugissements que nous entendions lorsque le prétendu narwal se trouvait en vue de l'Abraham Lincoln. »« Parfaitement, maître Land, c'était sa respiration. Seulement, monsieur Aronnax, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est, à moins que ce ne soit l'heure du dîner. »« L'heure du dîner, mon digne harponneur ?»« Dites au moins l'heure du déjeuner, car nous sommes certainement au lendemain d'hier. »« Ce qui démontre, répondit Conseil, que nous avons pris 24 heures de sommeil. »« C'est mon avis, répondis-je. »« Je ne vous contredis point, répliqua Ned Land, mais dîner ou déjeuner, le steward sera le bienvenu, qu'il apporte l'un ou l'autre. »« L'un et l'autre, dit Conseil. »« Juste, répondit le Canadien, nous avons droit à 2 repas, et pour mon compte, je ferai honneur à tous les 2. »« Eh bien, Ned, attendons, répondis-je. Il est évident que ces inconnus n'ont pas l'intention de nous laisser mourir de faim, car, dans ce cas, le dîner d'hier soir n'aurait aucun sens. »« À moins qu'on ne nous engraisse, riposta Ned. »« Je proteste, répondis-je. Nous ne sommes point tombés entre les mains de cannibales. »« Une fois n'est pas coutume, répondit sérieusement le Canadien. Qui sait si ces gens-là ne sont pas privés depuis longtemps de chair fraîche, et dans ce cas, 3 particuliers sains et bien constitués comme monsieur le professeur son domestique et moi, chassez ces idées, maître Land, répondis-je au harponneur, et surtout, ne partez pas de là pour vous emporter contre nos hôtes, ce qui ne pourrait qu'aggraver la situation. En tout cas, dit le harponneur, j'ai une faim de tous les diables, et dîner ou déjeuner, le repas n'arrive guère. Maître Land, répliquai-je, il faut se conformer au règlement du bord, et je suppose que notre estomac avance sur la cloche du maître coq. Eh bien, on le mettra à l'heure, répondit tranquillement Conseil. Je vous reconnais là, ami Conseil, riposta l'impatient Canadien. Vous usez peu votre bile et vos nerfs. Toujours calme. Vous seriez capable de dire vos grâces avant votre bénédicité et de mourir de faim plutôt que de vous plaindre. À quoi cela servirait-il demanda Conseil. Mais cela servirait à se plaindre. C'est déjà quelque chose. Et si ces pirates, je dis pirates par respect et pour ne pas contrarier monsieur le professeur qui défend de les appeler cannibales, si ces pirates se figurent qu'ils vont me garder dans cette cage où j'étouffe, sans apprendre de quels jurons j'assaisonne mes emportements, ils se trompent. Voyons, monsieur Aronnax, parlez franchement. Croyez-vous qu'ils nous tiennent longtemps dans cette boîte de fer? À dire vrai, je n'en sais pas plus long que vous, ami Land. Mais enfin, que supposez-vous? Je suppose que le hasard nous a rendus maîtres d'un secret important. Or, l'équipage de ce bateau sous-marin a intérêt à le garder, et si cet intérêt est plus grave que la vie de 3 hommes, je crois notre existence très compromise. Dans le cas contraire, à la première occasion, le monstre qui nous a engloutis nous rendra au monde habité par nos semblables. À moins qu'il ne nous enrôle parmi son équipage, dit Conseil, et qu'il nous garde ainsi, jusqu'au moment, répliqua Ned Land, où quelque frégate plus rapide ou plus adroite que l'Abraham Lincoln s'emparera de ce nid de forbans et enverra son équipage et nous respirer une dernière fois au bout de sa grande vergue. Bien raisonné, maître Land, répliquai-je, mais on ne nous a pas encore fait, que je sache, de proposition à cet égard. Inutile donc de discuter le parti que nous devrons prendre le cas échéant.
Je vous le répète, attendons, prenons conseil des circonstances, et ne faisons rien, puisqu'il n'y a rien à faire. Au contraire, monsieur le professeur, répondit le harponneur, qui n'en voulait pas démordre, il faut faire quelque chose. Eh, quoi donc, maître Land? Nous sauver? Se sauver d'une prison terrestre est souvent difficile, mais d'une prison sous-marine, cela me paraît absolument impraticable. Allons, ami Ned, demanda Conseil, que répondez-vous à l'objection de monsieur? Je ne puis croire qu'un Américain soit jamais à bout de ressources. Le harponneur, visiblement embarrassé, se taisait. Une fuite, dans les conditions où le hasard nous avait jetés, était absolument impossible. Mais un Canadien est à demi français, et maître Ned Land le fit bien voir par sa réponse. Ainsi, monsieur Aronnax, reprit-il après quelques instants de réflexion, vous ne devinez pas ce que doivent faire des gens qui ne peuvent s'échapper de leur prison? Non, mon ami. C'est bien simple. Il faut qu'ils s'arrangent de manière à y rester. Parbleu, fit Conseil, vaut encore mieux être dedans que dessus ou dessous. Mais après avoir jeté dehors geôliers, porte-clés et gardiens, ajouta Ned Land. Quoi, Ned? Vous songeriez sérieusement à vous emparer de ce bâtiment? Très sérieusement, répondit le Canadien. C'est impossible. Pourquoi donc, monsieur? Il peut se présenter quelque chance favorable, et je ne vois pas ce qui pourrait nous empêcher d'en profiter. S'ils ne sont qu'une vingtaine d'hommes à bord de cette machine, ils ne feront pas reculer 2 Français et un Canadien, je suppose. Mieux valait admettre la proposition du harponneur que de la discuter. Aussi me contentai-je de répondre: laissons venir les circonstances, maître Land, et nous verrons. Mais jusque-là, je vous en prie, contenez votre impatience. On ne peut agir que par ruse, et ce n'est pas en vous emportant que vous ferez naître des chances favorables. Promettez-moi donc que vous accepterez la situation sans trop de colère. Je vous le promets, monsieur le professeur, répondit Ned Land d'un ton peu rassurant. Pas un mot violent ne sortira de ma bouche, pas un geste brutal ne me trahira, quand bien même le service de la table ne se ferait pas avec toute la régularité désirable. J'ai votre parole, Ned, répondis-je au Canadien. Puis la conversation fut suspendue, et chacun de nous se mit à réfléchir à part soi. J'avouerai que, pour mon compte, et malgré l'assurance du harponneur, je ne conservais aucune illusion. Je n'admettais pas ces chances favorables dont Ned Land avait parlé. Pour être si sûrement manœuvré, le bateau sous-marin exigeait un nombreux équipage, et conséquemment, dans le cas d'une lutte, nous aurions affaire à trop forte partie. D'ailleurs, il fallait, avant tout, être libres, et nous ne l'étions pas. Je ne voyais même aucun moyen de fuir cette cellule de tôle si hermétiquement fermée, et pour peu que l'étrange commandant de ce bateau eût un secret à garder, ce qui paraissait au moins probable, il ne nous laisserait pas agir librement à son bord. Maintenant, se débarrasserait-il de nous par la violence, ou nous jetterait-il un jour sur quelque coin de terre? C'était là l'inconnu. Toutes ces hypothèses me semblaient extrêmement plausibles, et il fallait être un harponneur pour espérer de reconquérir sa liberté. Je compris d'ailleurs que les idées de Ned Land s'aigrissaient avec les réflexions qui s'emparaient de son cerveau. J'entendais peu à peu les jurons gronder au fond de son gosier, et je voyais ses gestes redevenir menaçants. Il se levait, tournait comme une bête fauve en cage, frappait les murs du pied et du poing. D'ailleurs, le temps s'écoulait. La faim se faisait cruellement sentir, et, cette fois, le stewart ne paraissait pas. Et c'était oublier trop longtemps notre position de naufragés, si l'on avait réellement de bonnes intentions à notre égard. Ned Land, tourmenté par les tiraillements de son robuste estomac, se montait de plus en plus, et, malgré sa parole, je craignais véritablement une explosion lorsqu'il se trouverait en présence de l'un des hommes du bord. Pendant 2 heures encore, la colère de Ned Land s'exalta. Le Canadien appelait, il criait, mais en vain. Les murailles de tôle étaient sourdes. Je n'entendais même aucun bruit à l'intérieur de ce bateau qui semblait mort. Il ne bougeait pas, car j'aurais évidemment senti les frémissements de la coque sous l'impulsion de l'hélice. Plongé sans doute dans l'abîme des eaux, il n'appartenait plus à la terre. Tout ce morne silence était effrayant. Quant à notre abandon, notre isolement au fond de cette cellule, je n'osais estimer ce qu'il pourrait durer.
Les espérances que j'avais conçues après notre entrevue avec le commandant du bord s'effaçaient peu à peu. La douceur du regard de cet homme, l'expression généreuse de sa physionomie, la noblesse de son maintien, tout disparaissait de mon souvenir. Je revoyais cet énigmatique personnage tel qu'il devait être, nécessairement impitoyable, cruel. Je le sentais en dehors de l'humanité, inaccessible à tout sentiment de pitié, implacable ennemi de ses semblables, auxquels il avait dû vouer une impérissable haine. Mais cet homme, allait-il donc nous laisser périr d'inanition, enfermés dans cette prison étroite, livrés à ces horribles tentations auxquelles pousse la faim farouche? Cette affreuse pensée prit dans mon esprit une intensité terrible, et, l'imagination aidant, je me sentis envahir par une épouvante insensée. Conseil restait calme. Ned Land rugissait. En ce moment, un bruit se fit entendre extérieurement. Des pas résonnèrent sur la dalle de métal. Les serrures furent fouillées. La porte s'ouvrit. Le steward parut. Avant que j'eusse fait un mouvement pour l'en empêcher, le Canadien s'était précipité sur ce malheureux. Il l'avait renversé. Il le tenait à la gorge. Le steward étouffait sous sa main puissante. Conseil cherchait déjà à retirer des mains du harponneur sa victime à demi suffoquée, et j'allais joindre mes efforts aux siens quand, subitement, je fus cloué à ma place par ces mots prononcés en français. « Calmez-vous, maître Land. Et vous, monsieur le professeur, veuillez m'écouter. » Fin du chapitre 9 de la première partie. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en juin 2009. Première partie, chapitre 10 de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 10, L'homme des eaux. C'était le commandant du bord qui parlait ainsi. À ces mots, Ned Land se releva subitement. Le steward, presque étranglé, sortit en chancelant sur un signe de son maître. Mais tel était l'empire du commandant à son bord, que pas un geste ne trahit le ressentiment dont cet homme devait être animé contre le Canadien. Conseil, intéressé malgré lui, moi, stupéfait, nous attendions en silence le dénouement de cette scène. Le commandant, appuyé sur l'angle de la table, les bras croisés, nous observait avec une profonde attention. Hésitait-il à parler? Regrettait-il ces mots qu'il venait de prononcer en français? On pouvait le croire. Après quelques instants d'un silence qu'aucun de nous ne songea à interrompre, « Messieurs, dit-il d'une voix calme et pénétrante, je parle également le français, l'anglais, l'allemand et le latin. J'aurais donc pu vous répondre dès notre première entrevue, mais je voulais vous connaître d'abord, réfléchir ensuite. Votre quadruple récit, absolument semblable au fond, m'a affirmé l'identité de vos personnes. Je sais maintenant que le hasard a mis en ma présence M. Pierre Aronnax, professeur d'histoire naturelle au Muséum de Paris, chargé d'une mission scientifique à l'étranger, Conseil, son domestique, et Ned Land, d'origine canadienne, harponneur à bord de la frégate l'Abraham Lincoln de la Marine nationale des États-Unis d'Amérique. Je m'inclinai d'un air d'assentiment. Ce n'était pas une question que me posait le commandant, donc pas de réponse à faire. Cet homme s'exprimait avec une aisance parfaite, sans aucun accent. Sa phrase était nette, ses mots justes, sa facilité d'élocution remarquable. Et cependant, je ne sentais pas en lui un compatriote. Il reprit la conversation en ces termes. « Vous avez trouvé sans doute, monsieur, que j'ai longtemps tardé à vous rendre cette seconde visite. C'est que, votre identité reconnue, je voulais peser mûrement le parti à prendre envers vous. J'ai beaucoup hésité. Les plus fâcheuses circonstances vous ont mis en présence d'un homme qui a rompu avec l'humanité. Vous êtes venu troubler mon existence, involontairement, dis-je. « Involontairement, reprit l'inconnu en forçant un peu sa voix. Est-ce involontairement que l'Abraham Lincoln me chasse sur toutes les mers? Est-ce involontairement que vous avez pris passage à bord de cette frégate? Est-ce involontairement que vos boulets ont rebondi sur la coque de mon navire? Est-ce involontairement que maître Ned Land m'a frappé de son harpon? » Je surpris dans ces paroles
une irritation contenue, mais à ces récriminations j'avais une réponse toute naturelle à faire, et je la fis. Monsieur, dis-je, vous ignorez sans doute les discussions qui ont eu lieu à votre sujet en Amérique et en Europe. Vous ne savez pas que divers accidents, provoqués par le choc de votre appareil sous-marin, ont ému l'opinion publique dans les deux continents. Je vous fais grâce des hypothèses sans nombre par lesquelles on cherchait à expliquer l'inexplicable phénomène dont seul vous aviez le secret. Mais sachez qu'en vous poursuivant jusque sur les hautes mers du Pacifique, l'Abraham Lincoln croyait chasser quelque puissant monstre marin dont il fallait à tout prix délivrer l'océan. Un demi-sourire détendit les lèvres du commandant, puis, d'un ton plus calme, « Monsieur Aronnax, répondit-il, oseriez-vous affirmer que votre frégate n'aurait pas poursuivi et canonné un bateau sous-marin aussi bien qu'un monstre ?» Cette question m'embarrassa, car certainement le commandant Farragut n'eût pas hésité. Il eût cru de son devoir de détruire un appareil de ce genre tout comme un narwal gigantesque. « Vous comprenez donc, monsieur, reprit l'inconnu, que j'ai le droit de vous traiter en ennemi. » Je ne répondis rien, et pour cause. À quoi bon discuter une proposition semblable quand la force peut détruire les meilleurs arguments? J'ai longtemps hésité, reprit le commandant. Rien ne m'obligeait à vous donner l'hospitalité. Si je devais me séparer de vous, je n'avais aucun intérêt à vous revoir. Je vous remettais sur la plate-forme de ce navire qui vous avait servi de refuge, je m'enfonçais sous les mers, et j'oubliais que vous aviez jamais existé. N'était-ce pas mon droit? C'était peut-être le droit d'un sauvage, répondis-je. Ce n'était pas celui d'un homme civilisé. Monsieur le professeur, répliqua vivement le commandant, je ne suis pas ce que vous appelez un homme civilisé. J'ai rompu avec la société tout entière pour des raisons que moi seul j'ai le droit d'apprécier. Je n'obéis donc point à ces règles, et je vous engage à ne jamais les invoquer devant moi. Ceci fut dit nettement. Un éclair de colère et de dédain avait allumé les yeux de l'inconnu, et dans la vie de cet homme, j'entrevis un passé formidable. Non seulement il s'était mis en dehors des lois humaines, mais il s'était fait indépendant, libre dans la plus rigoureuse acception du mot, hors de toute atteinte. Qui donc oserait le poursuivre au fond des mers, puisque, à leur surface, il déjouait les efforts tentés contre lui? Quel navire résisterait au choc de son monitor sous-marin? Quelle cuirasse, si épaisse qu'elle fût, supporterait les coups de son éperon? Nul entre les hommes ne pouvait lui demander compte de ses œuvres. Dieu, s'il y croyait, sa conscience, s'il en avait une, étaient les seuls juges dont il pût dépendre. Ces réflexions traversèrent rapidement mon esprit pendant que l'étrange personnage se taisait, absorbé et comme retiré en lui-même. Je le considérais avec un effroi mélangé d'intérêt, et sans doute ainsi qu'Édipe considérait le sphinx. Après un assez long silence, le commandant reprit la parole. « J'ai donc hésité, dit-il, mais j'ai pensé que mon intérêt pouvait s'accorder avec cette pitié naturelle à laquelle tout être humain a droit. Vous resterez à mon bord, puisque la fatalité vous y a jeté. Vous y serez libre, et en échange de cette liberté, toute relative d'ailleurs, je ne vous imposerai qu'une seule condition. Votre parole de vous y soumettre me suffira. »« Parlez, monsieur, répondis-je. Je pense que cette condition est de celles qu'un honnête homme peut accepter. »« Oui, monsieur, et la voici. Il est possible que certains événements imprévus m'obligent à vous consigner dans vos cabines pour quelques heures ou quelques jours, suivant le cas. Désirant ne jamais employer la violence, j'attends de vous, dans ce cas, plus encore que dans tous les autres, une obéissance passive. En agissant ainsi, je couvre votre responsabilité, je vous dégage entièrement, car c'est à moi de vous mettre dans l'impossibilité de voir ce qui ne doit pas être vu. Acceptez-vous cette condition ? » Il se passait donc à bord des choses tout au moins singulières, et que ne devaient point voir des gens qui ne s'étaient pas mis hors des lois sociales? Entre les surprises que l'avenir me ménageait, celle-ci ne devait pas être la moindre. « Nous acceptons, répondis-je. Seulement je vous demanderai, monsieur, la permission de vous adresser une question, une seule. »« Parlez, monsieur. »« Vous avez dit que nous serions libres à votre bord? »« Entièrement. » Je vous demanderai donc ce que vous entendez par cette liberté. »« Mais la liberté d'aller, de venir, de voir, d'observer même tout ce qui se passe ici, sauf en quelques circonstances graves. La liberté, enfin, dont nous jouissons nous-mêmes, mes compagnons et moi. »
Il était évident que nous ne nous entendions point. Pardon, monsieur, repris-je, mais cette liberté, ce n'est que celle que tout prisonnier a de parcourir sa prison. Elle ne peut nous suffire. Il faudra cependant qu'elle vous suffise. Quoi? Nous devons renoncer à jamais de revoir notre patrie, nos amis, nos parents? Oui, monsieur. Mais renoncer à reprendre cet insupportable joug de la terre que les hommes croient être la liberté n'est peut-être pas aussi pénible que vous le pensez. Par exemple, s'écria Ned Land, jamais je ne donnerai ma parole de ne pas chercher à me sauver. Je ne vous demande pas de parole, maître Land, répondit froidement le commandant. Monsieur, répondis-je, emporté malgré moi, vous abusez de votre situation envers nous, c'est de la cruauté. Non, monsieur, c'est de la clémence. Vous êtes mes prisonniers après combat. Je vous garde quand je pourrai d'un mot vous replonger dans les abîmes de l'océan. Vous m'avez attaqué. Vous êtes venu surprendre un secret que nul homme au monde ne doit pénétrer, le secret de toute mon existence. Et vous croyez que je vais vous renvoyer sur cette terre qui ne doit plus me connaître? Jamais. En vous retenant, ce n'est pas vous que je garde, c'est moi-même. Ces paroles indiquaient de la part du commandant un parti pris contre lequel ne prévaudrait aucun argument. Ainsi, monsieur, repris-je, vous nous donnez tout simplement à choisir entre la vie ou la mort. Tout simplement. Mes amis, dis-je, à une question ainsi posée, il n'y a rien à répondre. Mais aucune parole ne nous lie au maître de ce bord. Aucune, monsieur, répondit l'inconnu. Puis, d'une voix plus douce, il reprit. Maintenant, permettez-moi d'achever ce que j'ai à vous dire. Je vous connais, monsieur Aronnax. Vous, sinon vos compagnons, vous n'aurez peut-être pas tant à vous plaindre du hasard qui vous lie à mon sort. Vous trouverez parmi les livres qui servent à mes études favorites cet ouvrage que vous avez publié sur les grands fonds de la mer. Je l'ai souvent lu. Vous avez poussé votre œuvre aussi loin que vous le permettait la science terrestre. Mais vous ne savez pas tout, vous n'avez pas tout vu. Laissez-moi donc vous dire, monsieur le professeur, que vous ne regretterez pas le temps passé à mon bord. Vous allez voyager dans le pays des merveilles. L'étonnement, la stupéfaction seront probablement l'état habituel de votre esprit. Vous ne vous blaserez pas facilement sur le spectacle incessamment offert à vos yeux. Je vais revoir dans un nouveau tour du monde sous-marin, qui sait, le dernier peut-être, tout ce que j'ai pu étudier au fond de ces mers tant de fois parcourues, et vous serez mon compagnon d'études. À partir de ce jour, vous entrez dans un nouvel élément. Vous verrez ce que n'a vu encore aucun homme, car moi et les miens nous ne comptons plus, et notre planète, grâce à moi, va vous livrer ses derniers secrets. Je ne puis le nier. Ces paroles du commandant firent sur moi un grand effet. J'étais pris là par mon faible, et j'oubliai pour un instant que la contemplation de ces choses sublimes ne pouvait valoir la liberté perdue. D'ailleurs, je comptais sur l'avenir pour trancher cette grave question. Ainsi, je me contentai de répondre « Messieurs, si vous avez brisé avec l'humanité, je veux croire que vous n'avez pas renié tout sentiment humain. Nous sommes des naufragés charitablement recueillis à votre bord. Nous ne l'oublierons pas. Quant à moi, je ne méconnais pas que, si l'intérêt de la science pouvait absorber jusqu'au besoin de liberté, ce que me promet notre rencontre m'offrirait de grandes compensations. » Je pensais que le commandant allait me tendre la main pour sceller notre traité. Il n'en fit rien. Je le regrettai pour lui. Une dernière question, dis-je, au moment où cet être inexplicable semblait vouloir se retirer. Parlez, monsieur le professeur. De quel nom dois-je vous appeler? Monsieur, répondit le commandant, je ne suis pour vous que le capitaine Nemo, et vos compagnons et vous n'êtes pour moi que les passagers du Nautilus. Le capitaine Nemo appela. Un steward parut. Le capitaine lui donna ses ordres dans cette langue étrangère que je ne pouvais reconnaître. Puis, se tournant vers le Canadien et Conseil, « Un repas vous attend dans votre cabine, leur dit-il. Veuillez suivre cet homme. »« Ça n'est pas de refus, » répondit le harponneur. Conseil et lui sortirent enfin de cette cellule où ils étaient enfermés depuis plus de 30 heures. « Et maintenant, monsieur Aronnax, notre déjeuner est prêt. Permettez-moi de vous précéder. »« À vos ordres, capitaine. » Je suivis le capitaine Nemo, et dès que j'eus franchi la porte, je pris une sorte de couloir électriquement éclairé, semblable aux coursives d'un navire. Après un parcours d'une dizaine de mètres, une seconde porte s'ouvrit devant moi.
J'entrai alors dans une salle à manger ornée et meublée avec un goût sévère. De hauts dressoirs de chêne, incrustés d'ornements d'ébène, s'élevaient aux deux extrémités de cette salle, et sur leurs rayons à lignes ondulées étincelaient des faïences, des porcelaines, des verreries d'un prix inestimable. La vaisselle plate y resplendissait sous les rayons que versait un plafond lumineux dont de fines peintures tamisaient et adoucissaient l'éclat. Au centre de la salle était une table richement servie. Le capitaine Nemo m'indiqua la place que je devais occuper. Asseyez-vous, me dit-il, et mangez comme un homme qui doit mourir de faim. Le déjeuner se composait d'un certain nombre de plats dont la mer seule avait fourni le contenu, et de quelques mets dont j'ignorais la nature et la provenance. J'avouerai que c'était bon, mais avec un goût particulier auquel je m'habituai facilement. Ces divers aliments me parurent riches en phosphore, et je pensai qu'ils devaient avoir une origine marine. Le capitaine Nemo me regardait. Je ne lui demandai rien, mais il devina mes pensées, et il répondit de lui-même aux questions que je brûlais de lui adresser. La plupart de ces mets vous sont inconnus, me dit-il. Cependant vous pouvez en user sans crainte. Ils sont sains et nourrissants. Depuis longtemps j'ai renoncé aux aliments de la terre, et je ne m'en porte pas plus mal. Mon équipage, qui est vigoureux, ne se nourrit pas autrement que moi. Ainsi, dis-je, tous ces aliments sont des produits de la mer? Oui, monsieur le professeur. La mer fournit à tous mes besoins. Tantôt, je mets mes filets à la traîne, et je les retire, prêts à se rompre. Tantôt, je vais chasser au milieu de cet élément qui paraît être inaccessible à l'homme, et je force le gibier qui gîte dans mes forêts sous-marines. Mes troupeaux, comme ceux du vieux pasteur de Neptune, paissent sans crainte les immenses prairies de l'océan. J'ai là une vaste propriété que j'exploite moi-même et qui est toujours ensemencée par la main du Créateur de toutes choses. Je regardai le capitaine Nemo avec un certain étonnement, et je lui répondis: Je comprends parfaitement, monsieur, que vos filets fournissent d'excellents poissons à votre table. Je comprends moins que vous poursuiviez le gibier aquatique dans vos forêts sous-marines. Mais je ne comprends plus du tout qu'une parcelle de viande, si petite qu'elle soit, figure dans votre menu. Aussi, monsieur, me répondit le capitaine Nemo, ne fais jamais usage de la chair des animaux terrestres. Ceci, cependant, repris-je, en désignant un plat où restaient encore quelques tranches de filet, ce que vous croyez être de la viande, monsieur le professeur, n'est autre chose que du filet de tortue de mer. Voici également quelques foies de dauphin que vous prendriez pour un ragoût de porc. Mon cuisinier est un habile préparateur qui excelle à conserver ces produits variés de l'océan. Goûtez à tous ces mets. Voici une conserve d'holothurie qu'un Malais déclarerait sans rival au monde. Voilà une crème dont le lait a été fourni par la mamelle des cétacés, et le sucre par les grands fucus de la mer du Nord. Et enfin, permettez-moi de vous offrir des confitures d'anémone qui valent celles des fruits les plus savoureux. Et je goûtais, plutôt en curieux qu'en gourmet, tandis que le capitaine Nemo m'enchantait par ses invraisemblables récits. Mais cette mer, monsieur Aronnax, me dit-il, cette nourrice prodigieuse, inépuisable, elle ne me nourrit pas seulement, elle me vêtit encore. Ces étoffes qui vous couvrent sont tissées avec le byssus de certains coquillages. Elles sont teintes avec la pourpre des anciens, et nuancées de couleur violette que j'extrais des aplysis de la Méditerranée. Les parfums que vous trouverez sur la toilette de votre cabine sont le produit de la distillation des plantes marines. Votre lit est fait du plus doux zostère de l'océan. Votre plume sera un fanon de baleine. Votre encre, la liqueur sécrétée par la seiche ou l'encornet. Tout me vient maintenant de la mer, comme tout lui retournera un jour. Vous aimez la mer, capitaine? Oui, je l'aime. La mer est tout. Elle couvre les 7/10 du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. Et en effet, monsieur le professeur, la nature s'y manifeste par ses trois règnes, minéral, végétal, animal. Ce dernier y est largement représenté par les 4 groupes des zoophytes, par 3 classes des articulés, par 5 classes des mollusques, par 3 classes des vertébrés, les mammifères, les reptiles et ces innombrables légions de poissons, ordre infini d'animaux qui comptent plus de 13 000 espèces, dont 1/10 seulement appartient à l'eau douce.
La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle. Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits iniques, s'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds au-dessous de son niveau, leur pouvoir cesse, leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là je ne reconnais pas de maître. Là je suis libre. Le capitaine Nemo se tut subitement au milieu de cet enthousiasme qui débordait de lui. S'était-il laissé entraîner au-delà de sa réserve habituelle? Avait-il trop parlé? Pendant quelques instants, il se promena, très agité. Puis ses nerfs se calmèrent. Sa physionomie reprit sa froideur accoutumée, et, se tournant vers moi, maintenant, monsieur le professeur, dit-il, si vous voulez visiter le Nautilus, je suis à vos ordres. Fin du chapitre 10 de la première partie. Lu par Ezois, en Belgique, en juillet 2009. Première partie, chapitre 11, de 20 000 lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet. 20 000 lieues sous les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 11. Le Nautilus. Le capitaine Nemo se leva. Je le suivis. Une double porte, ménagée à l'arrière de la salle, s'ouvrit, et j'entrai dans une chambre de dimension égale à celle que je venais de quitter. C'était une bibliothèque. De hauts meubles en palissandre noir, incrustés de cuivre, supportaient sur leurs larges rayons un grand nombre de livres uniformément reliés. Ils suivaient le contour de la salle, et se terminaient à leur partie inférieure par de vastes divans, capitonnés de cuir marron, qui offraient les courbes les plus confortables. De légers pupitres mobiles, en s'écartant ou se rapprochant à volonté, permettaient d'y poser le livre en lecture. Au centre se dressait une vaste table, couverte de brochures, entre lesquelles apparaissaient quelques journaux déjà vieux. La lumière électrique inondait tout cet harmonieux ensemble, et tombait de 4 globes d'épolis à demi engagés dans les volutes du plafond. Je regardais avec une admiration réelle cette salle si ingénieusement aménagée, et je ne pouvais en croire mes yeux. Capitaine Nemo, dis-je à mon hôte, qui venait de s'étendre sur un divan, voilà une bibliothèque qui ferait honneur à plus d'un palais des continents, et je suis vraiment émerveillé quand je songe qu'elle peut vous suivre au plus profond des mers. Où trouverait-on plus de solitude, plus de silence, monsieur le professeur? Répondit le capitaine Nemo. Votre cabinet du muséum vous offre-t-il un repos aussi complet? Non, monsieur, et je dois ajouter qu'il est bien pauvre auprès du vôtre. Vous possédez là 6 ou 7 000 volumes? 12 000, monsieur Aronnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux, et depuis lors je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. Je remerciai le capitaine Nemo, et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature, écrits en toutes langues, y abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés, en quelque langue qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Parmi ces ouvrages, je remarquai les chefs-d'œuvre des maîtres anciens et modernes, c'est-à-dire tout ce que l'humanité a produit de plus beau dans l'histoire, la poésie, le roman et la science, depuis Homère jusqu'à Victor Hugo, depuis Xénophon jusqu'à Michelet,
depuis Rabelais jusqu'à Madame Sand. Mais la science, plus particulièrement, faisait les frais de cette bibliothèque. Les livres de mécanique, de balistique, d'hydrographie, de météorologie, de géographie, de géologie, etc., y tenaient une place non moins importante que les ouvrages d'histoire naturelle, et je compris qu'ils formaient la principale étude du capitaine. Je vis là tout le Humboldt, tout l'Arago, les travaux de Foucault, d'Henri Sainte-Claire de Ville, de Chasles, de Milne Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, de l'abbé Séchy, de Petermann, du commandant Maury, d'Agassiz, etc. Les mémoires de l'Académie des sciences, les bulletins des diverses sociétés de géographie, etc. et, en bon rang, les 2 volumes qui m'avaient peut-être valu cet accueil relativement charitable du capitaine Nemo. Parmi les œuvres de Joseph Bertrand, son livre intitulé Les fondateurs de l'astronomie me donna même une date certaine, et comme je savais qu'il avait paru dans le courant de 1865, je pus en conclure que l'installation du Nautilus ne remontait pas à une époque postérieure. Ainsi donc, depuis 3 ans, au plus, le capitaine Nemo avait commencé son existence sous-marine. J'espérais, d'ailleurs, que des ouvrages plus récents encore me permettraient de fixer exactement cette époque. Mais j'avais le temps de faire cette recherche, et je ne voulus pas retarder davantage notre promenade à travers les merveilles du Nautilus. Monsieur, dis-je au capitaine, je vous remercie d'avoir mis cette bibliothèque à ma disposition. Il y a là des trésors de science, et j'en profiterai. Cette salle n'est pas seulement une bibliothèque, dit le capitaine Nemo. C'est aussi un fumoir. Un fumoir? M'écriai-je. On fume donc à bord? Sans doute. Alors, monsieur, je suis forcé de croire que vous avez conservé des relations avec la Havane. Aucune, répondit le capitaine. Acceptez ce cigare, monsieur Aronnax, et, bien qu'il ne vienne pas de la Havane, vous en serez content, si vous êtes connaisseur. Je pris le cigare qui m'était offert, et dont la forme rappelait celle du Londrès. Mais il semblait fabriqué avec des feuilles d'or. Je l'allumai à un petit brasero que supportait un élégant pied de bronze, et j'aspirai ses premières bouffées avec la volupté d'un amateur qui n'a pas fumé depuis 2 jours. C'est excellent, dis-je, mais ce n'est pas du tabac. Non, répondit le capitaine. Ce tabac ne vient ni de la Havane, ni de l'Orient. C'est une sorte d'algue riche en nicotine que la mer me fournit, non sans quelque parcimonie. Regrettez-vous les Londrès, monsieur? Capitaine, je les méprise à partir de ce jour. Fumez donc à votre fantaisie, et sans discuter l'origine de ces cigares. Aucune régie ne les a contrôlés, mais ils n'en sont pas moins bons, j'imagine. Au contraire. À ce moment, le capitaine Nemo ouvrit une porte qui faisait face à celle par laquelle j'étais entré dans la bibliothèque, et je passai dans un salon immense et splendidement éclairé. C'était un vaste quadrilatère, à pans coupés, long de 10 mètres, large de 6, haut de 5. Un plafond lumineux, décoré de légères arabesques, distribuait un jour clair et doux sur toutes les merveilles entassées dans ce musée. Car c'était réellement un musée dans lequel une main intelligente et prodigue avait réuni tous les trésors de la nature et de l'art, avec ce pêle-mêle artiste qui distingue un atelier de peintre. Une trentaine de tableaux de maîtres, à cadres uniformes, séparés par d'étincelantes panoplies, ornaient les parois tendues de tapisseries d'un dessin sévère. Je vis là des toiles de la plus haute valeur, et que, pour la plupart, j'avais admirées dans les collections particulières de l'Europe et aux expositions de peinture. Les diverses écoles des maîtres anciens étaient représentées par une Madone de Raphaël, une Vierge de Léonard de Vinci, une nymphe du Corrège, une femme du Titien, une Adoration de Véronèse, une Assomption de Murillo, un portrait d'Holbein, un moine de Vélasquez, un martyre de Ribérin, une kermesse de Rubens, 2 paysages flamands de Téniers, 3 petits tableaux de genre de Gérardot,
de Metsu, de Paul Potter, 2 toiles de Géricault et de Prudhon, quelques marines de Bakhuysen et de Vernet. Parmi les œuvres de la peinture moderne apparaissaient des tableaux signés Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meissonnier, Daubigny, etc., et quelques admirables réductions de statues de marbre ou de bronze, d'après les plus beaux modèles de l'Antiquité, se dressaient sur leurs piédestaux dans les angles de ce magnifique musée. Cet état de stupéfaction que m'avait prédit le commandant du Nautilus commençait déjà à s'emparer de mon esprit. Monsieur le professeur, dit alors cet homme étrange, vous excuserez le sans-gêne avec lequel je vous reçois, et le désordre qui règne dans ce salon. Monsieur, répondis-je, sans chercher à savoir qui vous êtes, m'est-il permis de reconnaître en vous un artiste? Un amateur, tout au plus, monsieur. J'aimais autrefois à collectionner ces belles œuvres créées par la main de l'homme. J'étais un chercheur avide, un fureteur infatigable, et j'ai pu réunir quelques objets d'un haut prix. Ce sont mes derniers souvenirs de cette terre qui est morte pour moi. À mes yeux, vos artistes modernes ne sont déjà plus que des anciens. Ils ont 2 ou 3 000 ans d'existence, et je les confonds dans mon esprit. Les maîtres n'ont pas d'âge. Et ces musiciens, dis-je, en montrant des partitions de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, d'Haydn, de Meyerbeer, d'Herold, de Wagner, d'Auber, de Gounod, et nombre d'autres, éparses sur un piano-orgue de grand modèle qui occupait un des panneaux du salon. Ces musiciens, me répondit le capitaine Nemo, ce sont des contemporains d'Orphée, car les différences chronologiques s'effacent dans la mémoire des morts, et je suis mort, monsieur le professeur, aussi bien mort que ceux de vos amis qui reposent à 6 pieds sous terre. Le capitaine Nemo se tut et sembla perdu dans une rêverie profonde. Je le considérais avec une vive émotion, analysant en silence les étrangetés de sa physionomie. Accoudé sur l'angle d'une précieuse table de mosaïque, il ne me voyait plus, il oubliait ma présence. Je respectais ce recueillement, et je continuais de passer en revue les curiosités qui enrichissaient ce salon. Auprès des œuvres de l'art, les raretés naturelles tenaient une place très importante. Elles consistaient principalement en plantes, en coquilles et autres productions de l'océan, qui devaient être les trouvailles personnelles du capitaine Nemo. Au milieu du salon, un jet d'eau, électriquement éclairé, retombait dans une vasque faite d'un seul tridacne. Cette coquille, fournie par le plus grand des mollusques acéphales, mesurait sur ses bords, délicatement festonnés, une circonférence de 6 mètres environ. Elle dépassait donc en grandeur ces beaux tridacnes qui furent donnés à François Ier par la République de Venise, et dont l'église Saint-Sulpice, à Paris, a fait 2 bénitiers gigantesques. Autour de cette vasque, sous d'élégantes vitrines fixées par des armatures de cuivre, étaient classés et étiquetés les plus précieux produits de la mer qui eussent jamais été livrés au regard d'un naturaliste. On conçoit ma joie de professeur. L'embranchement des zoophytes offrait de très curieux spécimens de ces 2 groupes des polypes et des échinodermes. Dans le premier groupe, des tubipores, des gorgones disposées en éventail, des éponges douces de Syrie, des isis des Moluques, des pénatules, une virgulaire admirable des mers de Norvège, des ombellulaires variés, des alcyonnaires, toute une série de ces madrépores que mon maître Milne Edwards a si sagacement classés en sections, et parmi lesquels je remarquai d'adorables flabellines, des oculines de l'île Bourbon, le char de Neptune des Antilles, de superbes variétés de coraux, enfin toutes les espèces de ces curieux polypiers dont l'assemblage forme des îles entières qui deviendront un jour des continents. Dans les échinodermes, remarquables par leur enveloppe épineuse, les astéries, les étoiles de mer, les pantacrines, les comatules, les astérophons, les oursins, les holothuries, etc., représentaient la collection complète des individus de ce groupe. Un conchiliologue un peu nerveux se serait pâmé certainement devant d'autres vitrines plus nombreuses où étaient classés les échantillons de l'embranchement des mollusques.
Je vis là une collection d'une valeur inestimable, et que le temps me manquerait à décrire tout entière. Parmi ces produits, je citerai, pour mémoire seulement, l'élégant marteau royal de l'océan Indien, dont les régulières taches blanches ressortaient vivement sur un fond rouge et brun, un spondyle impérial, aux vives couleurs, tout hérissé d'épines, rare spécimen dans les muséums européens, et dont j'estimais la valeur à 20 000 francs, un marteau commun des mers de la Nouvelle-Hollande, qu'on se procure difficilement, des buccardes exotiques du Sénégal, fragiles coquilles blanches à double valve, qu'un souffle eût dissipées comme une bulle de savon, plusieurs variétés des arrosoirs de Java, sortes de tubes calcaires bordés de replis foliacés, et très disputés par les amateurs, toute une série de troques, les uns jaune verdâtre, pêchés dans les mers d'Amérique, les autres d'un brun roux, amis des eaux de la Nouvelle-Hollande, ceux-ci, venus du golfe du Mexique, et remarquables par leurs coquilles imbriquées, ceux-là, des stellaires trouvés dans les mers australes, et enfin, le plus rare de tous, le magnifique éperon de la Nouvelle-Zélande. Puis, d'admirables tellines sulfurées, de précieuses espèces de cythérées et de Vénus, le cadran treillissé des côtes de Tranquebar, le sabot marbré à nacre resplendissante, les perroquets verts des mers de Chine, le cône presque inconnu du genre Cénoduli, toutes les variétés de porcelaine qui servent de monnaie dans l'Inde et en Afrique, la gloire de la mer, la plus précieuse coquille des Indes orientales, enfin des littorines, des dauphinules, des turritelles, des jantines, des ovules, des volutes, des olives, des mitres, des casques, des pourpres, des buccins, des harpes, des rochers, des tritons, des cérites, des fuseaux, des strombes, des ptérocères, des patelles, des hyales, des cléodores, coquillages délicats et fragiles que la science a baptisés de ses noms les plus charmants. À part, et dans des compartiments spéciaux, se déroulaient des chapelets de perles de la plus grande beauté, que la lumière électrique piquait de pointes de feu, des perles roses arrachées aux pinnes marines de la mer Rouge, des perles vertes de l'Haliotide iris, des perles jaunes, bleues, noires, curieux produits des divers mollusques de tous les océans, et de certaines moules des cours d'eau du Nord, enfin plusieurs échantillons d'un prix inappréciable qui avaient été distillés par les pintadines les plus rares. Quelques-unes de ces perles surpassaient en grosseur un œuf de pigeon. Elles valaient, et au-delà, celles que le voyageur tavernier vendit 3 millions au Shah de Perse, et primait cette autre perle de l'imam de Mascate, que je croyais sans rival au monde. Ainsi donc, chiffrer la valeur de cette collection était, pour ainsi dire, impossible. Le capitaine Nemo avait dû dépenser des millions pour acquérir ces échantillons divers, et je me demandais à quelle source il puisait pour satisfaire ainsi ses fantaisies de collectionneur, quand je fus interrompu par ces mots. Vous examinez mes coquilles, monsieur le professeur. En effet, elles peuvent intéresser un naturaliste. Mais, pour moi, elles ont un charme de plus, car je les ai toutes recueillies de ma main, et il n'est pas une mer du globe qui ait échappé à mes recherches. Je comprends, capitaine, je comprends cette joie de se promener au milieu de telles richesses. Vous êtes de ceux qui ont fait eux-mêmes leurs trésors. Aucun muséum de l'Europe ne possède une semblable collection des produits de l'océan. Mais si j'épuise mon admiration pour elles, que me restera-t-il pour le navire qui les porte? Je ne veux point pénétrer des secrets qui sont les vôtres. Cependant, j'avoue que ce Nautilus, la force motrice qu'il renferme en lui, les appareils qui permettent de le manœuvrer, l'agent si puissant qui l'anime, tout cela excite au plus haut point ma curiosité. Je vois suspendus au mur de ce salon des instruments dont la destination m'est inconnue. Puis-je savoir... Monsieur Aronnax, me répondit le capitaine Nemo, je vous ai dit que vous seriez libre à mon bord, et par conséquent aucune partie du Nautilus ne vous est interdite. Vous pouvez donc le visiter en détail, et je me ferai un plaisir d'être votre Cicérone. Je ne sais comment vous remercier, monsieur, mais je n'abuserai pas de votre complaisance.
Je vous demanderai seulement à quel usage sont destinés ces instruments de physique. Monsieur le professeur, ces mêmes instruments se trouvent dans ma chambre, et c'est là que j'aurai le plaisir de vous expliquer leur emploi. Mais auparavant, venez visiter la cabine qui vous est réservée. Il faut que vous sachiez comment vous serez installé à bord du Nautilus. Je suivis le capitaine Nemo, qui, par une des portes percées à chaque pan coupé du salon, me fit rentrer dans les coursives du navire. Il me conduisit vers l'avant, et là je trouvai, non pas une cabine, mais une chambre élégante avec lit, toilette et divers autres meubles. Je ne pus que remercier mon hôte. « Votre chambre est contiguë à la mienne, me dit-il, en ouvrant une porte, et la mienne donne sur le salon que nous venons de quitter. » J'entrai dans la chambre du capitaine. Elle avait un aspect sévère, presque cénobitique. Une couchette de fer, une table de travail, quelques meubles de toilette. Le tout éclairé par un demi-jour. Rien de confortable. Le strict nécessaire, seulement. Le capitaine Nemo me montra un siège. « Veuillez vous asseoir, me dit-il. » Je m'assis, et il prit la parole en ces termes. Fin du chapitre 11 de la première partie. Enregistré par Nadine Eckert-Boulet. Première partie, chapitre 12. De 20 milieux sur les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Julie Van Malriam. 20 milieux sur les mers, par Jules Verne. Première partie, chapitre 12. Tout par l'électricité. Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre. Voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux. Ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm-glace dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui par la hauteur du soleil m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit, qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels aux navigateurs, répondis-je, et j'en connais l'usage, mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Ce cadran que j'aperçois et que parcourt une aiguille mobile, n'est-ce pas un manomètre? C'est un manomètre en effet, mis en communication avec l'eau dont il indique la pression extérieure et me donne par là même la profondeur à laquelle se maintient mon appareil. Et ces sondes d'une nouvelle espèce? Ce sont des sondes thermométriques qui rapportent la température des diverses couches d'eau. Et ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi? Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit: il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire et m'échauffe. Il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. L'électricité? m'écriai-je, assez surpris. Oui, monsieur. Cependant, capitaine, vous possédez une extrême rapidité de mouvement qui s'accorde mal avec le pouvoir de l'électricité. Jusqu'ici, sa puissance dynamique est restée très restreinte et n'a pu produire que de petites forces. Monsieur le professeur, répondit le capitaine Nemo, mon électricité n'est pas celle de tout le monde, et c'est là tout ce que vous me permettrez de vous en dire. Je n'insisterai pas, monsieur,
et je me contenterai d'être très étonné d'un tel résultat. Une seule question, cependant, à laquelle vous ne répondrez pas si elle est indiscrète. Les éléments que vous employez pour produire ce merveilleux agent doivent s'user vite. Le zinc, par exemple, comment le remplacez-vous, puisque vous n'avez plus aucune communication avec la terre? Votre question aura sa réponse, répondit le capitaine Nemo. Je vous dirai d'abord qu'il existe au fond des mers des mines de zinc, de fer, d'argent, d'or, dont l'exploitation serait très certainement praticable. Mais je n'ai rien emprunté à ces métaux de la terre, et j'ai voulu ne demander qu'à la mer elle-même les moyens de produire mon électricité. À la mer? Oui, monsieur le professeur. Et les moyens ne me manquaient pas. J'aurais pu, en effet, en établissant un circuit entre des fils plongés à différentes profondeurs, obtenir l'électricité par la diversité de températures qu'ils éprouvaient. Mais j'ai préféré employer un système plus pratique. Et lequel? Vous connaissez la composition de l'eau de mer. Sur 1000 grammes on trouve 96 centièmes et demi d'eau et 2 centièmes tiers environ de chlorure de sodium. Puis en petite quantité des chlorures de magnésium et de potassium, du bromure de magnésium, du sulfate de magnésie, du sulfate et du carbonate chaud. Vous voyez donc que le chlorure de sodium s'y rencontre dans une proportion notable. Or, c'est ce sodium que j'extrais de l'eau de mer et dont je compose mes éléments. Le sodium? Oui, monsieur. Mélangé avec le mercure, il forme un amalgame qui tient lieu du zinc dans les éléments bunzen. Le mercure ne s'use jamais. Le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirai, en outre, que les piles de sodium doivent être considérées comme les plus énergiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles de zinc. Je comprends bien, capitaine, l'excellence du sodium dans les conditions où vous vous trouvez. La mer le contient, bien. Mais il faut encore le fabriquer, l'extraire, en un mot. Et comment faites-vous? Vos piles pourraient évidemment servir à cette extraction, mais, si je ne me trompe, la dépense de sodium nécessitée par les appareils électriques dépasserait la quantité extraite. Il arriverait donc que vous en consommeriez pour le produire plus que vous n'en produiriez. Aussi, monsieur le professeur, je ne l'extrais pas par la pile et je l'envoie tout simplement à la chaleur du charbon de terre. De terre? dis-je en insistant. Disons le charbon de mer, si vous voulez, répondit le capitaine Nemo. Et vous pouvez exploiter des mines sous-marines de l'huile? Monsieur Aronnax, vous me verrez à l'œuvre. Je ne vous demande qu'un peu de patience, puisque vous avez le temps d'être patient. Rappelez-vous seulement ceci. Je dois tout à l'océan. Il produit l'électricité, et l'électricité donne au Nautilus la chaleur, la lumière, le mouvement, la vie, en un mot. Mais non pas l'air que vous respirez. Oh, je pourrais fabriquer l'air nécessaire à ma consommation. Mais c'est inutile, puisque je remonte à la surface de la mer, quand il me plaît. Cependant, si l'électricité ne me fournit pas l'air respirable, elle manœuvre du moins des pompes puissantes qui l'emmagasinent dans des réservoirs spéciaux, ce qui me permet de prolonger au besoin, et aussi longtemps que je le veux, mon séjour dans les couches profondes. Capitaine, répondis-je, je me contente d'admirer. Vous avez évidemment trouvé ce que les hommes trouveront sans doute un jour, la véritable puissance dynamique de l'électricité. Je ne sais s'ils la trouveront, répondit froidement le capitaine Nemo. Quoi qu'il en soit, vous connaissez déjà la première application que je l'ai faite de ces précieux agents. C'est lui qui nous éclaire avec une égalité, une continuité qui n'a pas la lumière du soleil. Maintenant, regardez cette horloge. Elle est électrique et marche avec une régularité qui défie celle des meilleurs chronomètres. Je l'ai divisée en 24 heures, comme les horloges italiennes, car pour moi, il n'existe ni nuit, ni jour, ni soleil, ni lune, mais seulement cette lumière factice que j'entraîne jusqu'au fond des mers. Voyez, en ce moment, il est 10 heures du matin. Parfaitement. Autre application de l'électricité.
Ce cadran, suspendu devant nos yeux, sert à indiquer la vitesse du Nautilus. Un fil électrique le met en communication avec l'hélice du loch, et son aiguille m'indique la marche réelle de l'appareil. Et tenez, en ce moment, nous filons avec une vitesse modérée de 15 milles à l'heure. C'est merveilleux, répondis-je, et je vois bien, capitaine, que vous avez eu raison d'employer cet engin, qui est destiné à remplacer le vent, l'eau et la vapeur. Nous n'avons pas fini, monsieur Aronnax, dit le capitaine Nemo en se levant. Et si vous voulez me suivre, nous visiterons l'arrière du Nautilus. En effet, je connaissais déjà toute la partie antérieure de ce bateau sous-marin, dont voici la division exacte, en allant du centre à l'éperon. La salle à manger, de 5 mètres, séparée de la bibliothèque par une cloison étanche, c'est-à-dire ne pouvant être pénétrée par l'eau. La bibliothèque de 5 mètres, le grand salon de 10 mètres, séparés de la chambre du capitaine par une seconde cloison étanche, la dite chambre du capitaine de 5 mètres, la mienne de 2 mètres 50, et enfin un réservoir d'air de 7 mètres 50 qui s'étendait jusqu'à l'étrave. Total 35 mètres de longueur. Les cloisons étanches étaient percées de portes qui se fermaient hermétiquement au moyen d'obturateurs en caoutchouc, et elles assuraient toute sécurité à bord du Nautilus, au cas où une voie d'eau se fût déclarée. Je suivis le capitaine Nemo à travers les coursives situées en abord, et j'arrivai au centre du navire. Là se trouvait une sorte de puits qui s'ouvrait d'entre deux cloisons étanches. Une échelle de fer, cramponnée à la paroi, conduisait à son extrémité supérieure. Je demandai au capitaine à quel usage servait cette échelle. Elle aboutit au canot, répondit-il. Quoi? Vous avez un canot? Répliquai-je, assez étonné. Sans doute. Une excellente embarcation, légère et insubmersible, qui sert à la promenade et à la pêche. Mais alors, quand vous voulez vous embarquer, vous êtes forcé de revenir à la surface de la mer? Aucunement. Ce canot adhère à la partie supérieure de la coque du Nautilus et occupe une cavité disposée pour le recevoir. Il est entièrement ponté, absolument étanche et retenu par de solides boulons. Cette échelle conduit à un trou d'homme percé dans la coque du Nautilus, qui correspond à un trou pareil percé dans le flanc du canot. C'est par cette double ouverture que je m'introduis dans l'embarcation. On referme l'une, celle du Nautilus. Je referme l'autre, celle du canot, au moyen de vives pressions. Je largue les boulons, et l'embarcation remonte avec une prodigieuse rapidité à la surface de la mer. J'ouvre alors le panneau du pont, soigneusement clos jusque-là, je mate, je hisse ma voile ou je prends mes avirons, et je me promène. Mais comment revenez-vous à bord? Je ne reviens pas, monsieur Aronnax. C'est le Nautilus qui revient. À vos ordres? À mes ordres. Un fil électrique me rattache à lui. Je lance un télégramme, et cela suffit. En effet, dis-je, grisé par ces merveilles, rien n'est plus simple. Après avoir dépassé la cage de l'escalier qui aboutissait à la plate-forme, je vis une cabine longue de 2 mètres, dans laquelle Conseil et Ned Land, enchantés de leur repas, s'occupaient à la dévorer à belles dents. Puis une porte s'ouvrit sur la cuisine longue de 3 mètres, située entre les vastes cambuses du bord. Là, l'électricité, plus énergique et plus obéissante que le gaz lui-même, faisait tous les frais de la cuisson. Les fils, arrivant sur les fourneaux, communiquaient à des éponges de platine une chaleur qui se distribuait et se maintenait régulièrement. Elle chauffait également des appareils distillatoires qui, par la vaporisation, fournissaient une excellente eau potable. Auprès de cette cuisine s'ouvrait une salle de bain, confortablement disposée, et dont les robinets fournissaient l'eau froide ou l'eau chaude à volonté. À la cuisine succédait le poste de l'équipage, long de 5 mètres. Mais la porte en était fermée et je ne pus voir son aménagement, qui m'eût peut-être fixé sur le nombre d'hommes nécessité par la manœuvre du Nautilus. Au fond s'élevait une 4e cloison étanche,
qui séparait ce poste de la chambre des machines. Une porte s'ouvrit, et je me trouvai dans ce compartiment où le capitaine Nemo, ingénieur de premier ordre, à coup sûr, avait disposé ses appareils de locomotion. Cette chambre des machines, nettement éclairée, ne mesurait pas moins de 20 mètres en longueur. Elle était naturellement divisée en deux parties. La première renfermait les éléments qui produisaient l'électricité, et la seconde, le mécanisme qui transmettait le mouvement à l'hélice. Je fus surpris tout d'abord de l'odeur si sui generis qui emplissait ce compartiment. Le capitaine Nemo s'aperçut de mon impression. Ce sont, me dit-il, quelques dégagements de gaz produits par l'emploi du sodium, mais ce n'est qu'un léger inconvénient. Tous les matins, d'ailleurs, nous purifions le navire et le ventilons à grand air. Cependant, j'examinai avec un intérêt facile à concevoir la machine du Nautilus. Vous le voyez, me dit le capitaine Nemo, j'emploie des éléments Bunsen et non des éléments Ruhmkorff. Ceux-ci eussent été impuissants. Les éléments Bunsen sont peu nombreux, mais forts et grands, ce qui vaut mieux, expérience faite. L'électricité produite se rend à l'arrière, où elle agit par des électrons aimants de glandes, dimension sur un système particulier de leviers et d'engrenages qui transmettent le mouvement à l'arbre de l'hélice. Celle-ci, dont le diamètre est de 6 mètres et le pas de 7 mètres 50, peut donner jusqu'à 120 tours par seconde. Et vous obtenez alors une vitesse de 50 000 à l'heure. Il y avait là un mystère, mais je n'insistai pas pour le connaître. Comment l'électricité pouvait-elle agir avec une telle puissance? Où cette force presque illimitée prenait-elle son origine? Était-ce dans sa tension excessive obtenue par des bobines d'une nouvelle sorte? Était-ce dans sa transmission qu'un système de levier inconnu pouvait accroître à l'infini? C'est ce que je ne pouvais comprendre. Capitaine Nemo, dis-je, je constate les résultats et je ne cherche pas à les expliquer. J'ai vu le Nautilus manœuvrer devant l'Abraham Lincoln, et je sais à quoi m'en tenir sur sa vitesse. Mais marcher ne suffit pas. Il faut voir où l'on va. Il faut pouvoir se diriger à droite, à gauche, en haut, en bas. Comment atteignez-vous les grandes profondeurs, où vous trouvez une résistance croissante qui s'évalue par des centaines d'atmosphères? Comment remontez-vous à la surface de l'océan? Enfin, comment vous maintenez-vous dans le milieu qui vous convient? Suis-je indiscret en vous le demandant? Aucunement, monsieur le professeur, me répondit le capitaine avec une légère hésitation. Puisque vous ne devez jamais quitter ce bateau sous-marin, venez dans le salon, c'est notre véritable cabinet de travail. Et là, vous apprendrez tout ce que vous devez savoir sur le Nautilus. Fin du chapitre 12 de la première partie.